un futur sans mot de passe. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est une utopie? On en parle tout de suite avec vous, Yann Duchesne. Vous êtes ingénieur en cybersécurité pour Microsoft France, bien sûr. Les mots de passe, évidemment, c'est la plaie absolue de tout être humain digitalisé. Ils sont partout, on essaie de s'en débarrasser, on n'y arrive pas. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Et pour les remplacer, il faut combien de clés d'authentication différentes? Alors, effectivement, c'est un sujet un peu plus terre-à-terre que la réalité augmentée. Oui, mais bien concret quand même. Mais qui touche tout le monde. Effectivement, donc vous, en tant qu'individu, en tant que professionnel, vous avez à gérer différentes identités numériques. Donc le premier problème, c'est que nos identités ne sont pas uniques, elles sont dispersées. Et donc on a des credentials, des authentifications à réaliser dans différents environnements. Et donc ça, c'est pénible parce qu'il faut définir des mots de passe. Les règles de l'art disent qu'il faut un mot de passe unique dans chaque service, que le mot de passe il doit être suffisamment robuste, qu'il faut le renouveler suffisamment fréquemment. Ce que personne ne fait. Exactement. Moi, j'ai un moyen mémotechnique, on m'a dit. Il y a 3 manières de faire. Hein. C'est comme les sous-vêtements, ça ne se prête pas, ça ne se montre pas et ça se change régulièrement, c'est ça? C'est ça. Alors, ça se change régulièrement. On a des discussions intéressantes sur le sujet. Le NIST, qui définit les standards américains technologiques, recommande maintenant de ne plus renouveler les mots de passe aussi fréquemment qu'avant. Tout simplement parce qu'en renouvelant les mots de passe très fréquemment, on va créer des patterns, des schémas de construction des mots de passe qui vont être prédictibles. Je vous demande de mettre à jour un mot de passe tous les ans. Vous allez mettre 2018 dedans, l'année prochaine vous allez mettre 2019. Donc c'est des choses qui sont assez faciles à prévoir. Ce qui faudrait qu'il y ait une autre variable aléatoire, c'est pas facile à dire pour le coup, qui est justement sur la non-répétibilité ou la non-reproductibilité du timing du changement de mot de passe. Ça existe déjà. Waouh. C'est-à-dire qu'on peut dire un mot de passe il va être valable une fois, il va être renouvelé 4-5 fois, et on va garder un historique des mots de passe pour s'assurer qu'il n'y a pas de réutilisation d'un précédent mot de passe. Est-ce qu'on ne peut pas automatiser la fréquence du changement de mot de passe? C'est-à-dire que sans que nous-mêmes nous soyons au courant, on va nous demander de changer de mot de passe tous les 15 jours, puis toutes les 3 semaines, puis tous les 2 jours, puis... Peut-être. Alors on pourrait imaginer ça, on pourrait imaginer d'avoir des règles comme ça qui s'ajustent, mais dans tous les cas, le mot de passe restera un moyen de s'authentifier qui n'est pas tellement satisfaisant. Donc on oublie le mot de passe, j'ai compris. Cette fois-ci, on va vers quoi? Alors on ne l'oublie pas tout de suite, on va en avoir encore besoin pendant un certain temps. Mais avant d'expliquer ce qu'on peut envisager comme solution alternative, il est peut-être important de rappeler ce que c'est un mot de passe. Un mot de passe, c'est avant tout un moyen de s'assurer que quelqu'un est celui qu'il prétend être. D'accord? Donc on réalise une authentification. Donc il y a plusieurs moyens de le faire. S'assurer que la personne connaît une information, donc si elle est capable de la saisir, c'est qu'elle la connaît. S'assurer qu'une personne possède quelque chose, ça peut être un device, ça peut être un matériel, un jeton, une clé. Et la troisième forme d'authentification, c'est s'assurer que la personne est elle-même. Donc ça va être des caractères physiologiques qu'on va utiliser. Et ça, c'est ce qu'on appelle la biométrie. Donc ces 3 éléments, historiquement, on avait des modes d'authentification très séparés. Le mot de passe était privilégié dans beaucoup de cas. Aujourd'hui, on voit que les frontières sont en train de bouger. On a des éléments où on va coupler des facteurs d'authentification, où on va avoir des fois un facteur et demi, parce qu'on n'est pas exactement sur l'authentique multifacteur. Donc on voit qu'on peut adapter comme ça les besoins par rapport au risque. Aujourd'hui, on se dit que la meilleure recette du couplage justement de facteurs d'authentification, c'est combien? C'est une empreinte digitale plus une empreinte rétinienne, c'est un mot de passe plus une clé, par exemple, physique, plus une empreinte, encore une fois, qu'elle soit digitale ou rétinienne? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de solution absolue. Il n'y a pas de solution absolue. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est quand même l'expérience utilisateur. À chaque fois qu'on va demander à un utilisateur de saisir un second facteur, donc par exemple de répondre à un appel ou de rentrer une clé, ça va être un peu pénible pour lui. C'est un ralentissement dans le process. Exactement. Donc tout ce qui va être utilisation des outils, tout ce qui va être productivité va pouvoir être impacté. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est de pouvoir mettre des mesures de protection, de pouvoir multiplier les facteurs là où c'est vraiment pertinent. Je me connecte depuis le réseau de l'entreprise, depuis un device qui est maîtrisé. Je n'ai peut-être pas besoin qu'on m'authentifie en multifacteur. Je suis dans une sphère de confiance, donc je vais avoir accès à mes applications en SSO. Je suis en entreprise, voilà, j'ai le single sign-on, on sait que je suis là, donc quelque part, on m'enlève des difficultés, pas des difficultés, mais on va dire différents facteurs. Je suis à l'extérieur, peut-être d'un seul coup, on monte le niveau de difficulté. Exactement, on va adapter comme ça les contre-mesures en fonction du contexte de connexion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle
L'accès conditionnel. L'accès conditionnel, une sécurité donc qui est faite sur mesure et en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Il y a aussi une autre question et que dénonçait de façon véhémente hier soir Bernard Rogan sur ce plateau, c'est le fait d'avoir aussi parfois certains collaborateurs qui ont des accès privilégiés et plus rapides que d'autres avec des mots de passe plus simples à retenir. Est-ce qu'il faut là aussi faire sa révolution, sa nuit du 4 août, mettre fin à ces privilèges en matière de mots de passe pour des raisons évidentes là aussi de sécurité? Alors, il y a plusieurs aspects. Le mot de passe, c'est la façon dont on peut s'authentifier. Effectivement, les privilèges, donc les droits qu'on va disposer sur le système d'information, qui sont fondamentaux. Pour les administrateurs, leur capacité d'intervention et potentiellement de nuisance est énorme. Donc, dans ces cas-là, on va chercher à leur donner des permissions juste pour l'opération qu'ils vont être amenés à réaliser. Donc, du temporaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle du just-in-time admin. C'est comme ça qu'on opère nos data centers. Donc on n'a pas d'administrateur en permanence sur nos systèmes d'information. Quand quelqu'un doit intervenir sur un tenant, sur un environnement de client, il va demander une élévation de ses privilèges pour dire j'ai besoin d'accéder dans le cadre de la gestion de ce ticket. Il y aura une approbation, une authente multifacteur, et il aura cet accès pendant une durée limitée. Donc ça permet d'atténuer tous les risques liés à ces fameux privilèges. Donc les privilèges, en tout cas, en fonction d'un contexte bien déterminé. Donc, encore une fois, si on pense à d'autres facteurs, si on éradique les mots de passe, pas tout de suite, mais dans un futur proche, ça j'ai bien compris, vers quoi est-ce qu'on va concrètement? Quelles sont les solutions disponibles ou qu'ils seront? Alors, on parle de ça comme quelque chose dans le futur, mais c'est déjà potentiellement utilisable aujourd'hui. La première réponse de Microsoft, c'est Windows Hello, qui est disponible depuis Windows 10. La reconnaissance faciale. Voilà. Alors ça peut être, c'est la biométrie en général. C'est pas forcément que la reconnaissance faciale. C'est utiliser un élément physique, son doigt par exemple, son empreinte, pour pouvoir accéder à quelque chose. Exactement. C'est utiliser la troisième catégorie que j'évoquais tout à l'heure, c'est la biométrie. C'est un ensemble de caractères physiologiques de l'utilisateur. Donc par exemple, si on prend une tablette Surface Pro 4 ou 5, on peut trouver un lecteur d'empreintes digitales. D'accord. On va trouver, vous en avez aussi sur vos tablettes ici, c'est une caméra. Une petite webcam, bien sûr. Une caméra, alors c'est pas une webcam, c'est une caméra 3D. Ça ressemble à une webcam, mais ça n'est pas une. Ça ressemble à une webcam, mais ça fait beaucoup plus de choses. Une webcam, c'est facile à tromper, il suffit de mettre une photo. D'accord. Là, il y a un calcul de profondeur, il y a différents éléments comme ça. Exactement. Donc ça, c'est deux composants qu'on peut utiliser pour authentifier l'utilisateur via la biométrie. Ça, c'est faisable via Windows Hello, ça existe depuis déjà un petit bout de temps. On a aujourd'hui plus de 6500 clients professionnels, donc environnements professionnels qui le déploient, enfin qui l'ont déployé. On a quelques gros clients en France qui regardent ce sujet de près. L'intérêt de la biométrie, c'est que l'authentification va être à la fois plus sécurisée, puisqu'on s'appuie sur des choses qui sont plus difficiles à transmettre qu'un mot de passe, et aussi que pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus simple. Et on a un exemple qui illustre bien ça, c'est si vous demandez à n'importe quel Microsoftie comment il utilise son poste de travail au quotidien, la plupart d'entre eux vous diront qu'ils ne connaissent plus trop leur mot de passe. Personnellement, mon mot de passe, j'ai dû le saisir une fois dans les 4-5 mois qui viennent de s'écouler. Alors qu'est-ce qui se passe si franchement un jour la machine me dit non, tu ne peux pas y accéder pour une raison X ou Y c'est quoi mon backup plan? Je fais comment? Il faut que je retrouve un mot de passe? Comment ça fonctionne? Ou un autre moyen de m'identifier? C'est effectivement une bonne question. Aujourd'hui, la biométrie, c'est un moyen de s'authentifier, mais on conserve le mot de passe. On a toujours cette possibilité de s'authentifier avec un mot de passe. Donc c'est une possibilité supplémentaire. Demain, on peut imaginer qu'on supprimera le mot de passe. Ça a été fait en partie avec les cartes à puce. Pendant un moment, quand on s'authentifiait en carte à puce, mettait dans le lecteur. Voilà, on pouvait en même temps interdire l'usage d'un mot de passe. On forçait l'authentification par carte à puce et aucun autre moyen n'était possible. Et donc la question des subsidiaires, c'est le degré de fiabilité aujourd'hui de ces solutions de type reconnaissance faciale, empreinte digitale, etc. Est-ce que ça peut être suffisamment fiable en termes de pourcentage d'erreur pour dire j'ai plus besoin de mot de passe, il n'y a plus besoin de backup plan, ça marchera tout seul de toutes les manières. Il suffit que je regarde ma tablette et paf, elle s'ouvre parce qu'elle m'a reconnu. Alors le backup plan, il sera toujours nécessaire parce qu'une tablette, elle peut être cassée, elle peut être endommagée, il peut y avoir... Ou je peux être ailleurs. Voilà, on a besoin d'accéder au SI depuis un autre environnement. Donc il faudra toujours une solution alternative qui ne sera pas forcément le mot de passe. On a des solutions aujourd'hui, on a mis à disposition il y a quelques mois une solution s'appuyant sur notre application d'authentification forte, donc qui est disponible sur iOS Android. Oui, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. Habituellement, on l'utilisait comme second facteur. Donc je saisis un mot de passe et je suis prompté sur mon application, je valide l'accès. Donc on avait bien deux facteurs, la possession d'un téléphone et la connaissance du mot de passe.
Aujourd'hui, on va pouvoir utiliser ce téléphone et cette application comme facteur principal. Donc ça, c'est déjà disponible. Donc dans ce cas-là, l'expérience, c'est je me connecte à l'application, je suis prompté sur mon téléphone, je valide et j'ai accès. Donc c'est vraiment facile pour l'utilisateur et il n'y a toujours pas de mot de passe dans la... On parle de smartphone, on parle de doigts, enfin d'empreinte digitale, on parle de visage. Quid de la voix? Parce que la voix aussi a une signature. Est-ce que la voix pourrait être un bon moyen d'éradiquer les mots de passe? On pourrait imaginer la voix, il y a le réseau veineux, les contours de la main qui peuvent être intéressants. On peut imaginer une reconnaissance de l'haleine ou des choses comme ça. Ça dépend au moment où on ouvre son téléphone, si on sort de soirée ou pas. Après, il faut des périphériques qui le permettent. L'avantage des périphériques qui peuvent être embarqués dans des tablettes comme les tablettes Surface, c'est qu'il n'y a rien à brancher, il n'y a rien à rajouter, c'est déjà présent. La reconnaissance de la voix, on pourrait imaginer quelque chose s'appuyant sur un micro. Je parlais Cortana. Cortana me reconnaît, elle sait que c'est ma signature vocale. Alors aujourd'hui, il y a des assistants vocaux qui sont capables de distinguer deux voix différentes et de contextualiser leur réponse par rapport à la voix qui aurait été reconnue. Mais utiliser ça pour une authentification, c'est un tout autre sujet. On a sans doute des alternatives qui sont plus intéressantes en attendant d'en arriver là. Alors tant mieux si j'ai une Surface ou un device Microsoft qui supporte ces systèmes d'authentification, tant mieux si je suis collaborateur Microsoft et que volontairement j'ai donné mes empreintes digitales et mon empreinte rétinienne pour pouvoir ouvrir tous mes devices quand je suis au campus d'Issy-les-Moulineaux. Par contre, il y a une vraie question vers laquelle nous amènent tous ces systèmes d'authentification biométrique, c'est la question de la privacy. Et si moi j'ai pas envie de donner mon visage pour une méthode de reconnaissance faciale et si j'ai pas envie de donner mon empreinte digitale non plus, aujourd'hui la CNIL me permet de ne pas le faire. Qu'est-ce que vous faites pour faire disparaître le mot de passe face à la réglementation qui, elle, vous dit non, vous n'avez pas tous les droits en la matière? Alors c'est une très bonne question. Ce qui est important dans le modèle que je viens de décrire de Windows Hello, c'est que les données ne sont pas centralisées. Donc vos données d'empreinte digitale, vos données de reconnaissance faciale ne vont pas être centralisées dans des serveurs. Elles restent en local? Elles restent locales sur le device. Donc ça, c'est fondamental. Et elles sont encryptées sur l'appareil? Elles sont locales sur le device. Elles permettent en fait de déloquer un secret qui est stocké dans une puce spécialisée. Donc le geste biométrique va donner accès à cette puce et à la clé privée. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque device va avoir sa propre clé. Donc chaque device va avoir son propre mécanisme de biométrie et qui va rester local. Et on est dans une logique de clé publique, clé privée, Exactement. avec chaque clé privée qui est unique à chaque appareil. Exactement. Vous avez 3 devices, vous aurez 3 clés privées et potentiellement 3 gestes biométriques différents. Et si vous avez un device qui n'a pas de 3 signatures différentes. Tout à fait. Si vous avez un device qui n'a pas de périphérique biométrique, vous pouvez toujours utiliser un code PIN, un peu comme ce que vous faites sur vos cartes de crédit. Le code PIN étant, par définition, toujours plus sécurisé qu'un mot de passe, puisqu'il ne peut pas être forcé, il ne peut pas être transmis à un tiers, il est lié vraiment au device. Alors ce futur sans mot de passe, vous n'êtes pas les seuls justement à y travailler, les gens de l'high-tech le font, mais aussi des startups, notamment une startup israélienne assez intéressante, dont déjà le nom est tout en programme, Secret Double Octopus. En fait, il s'appuie sur des méthodes là aussi de cryptage et d'authentification du lancement des missiles nucléaires en Israël. Donc c'est des méthodes vraiment très importantes de l'armée qui sont mises au profit justement du futur monde sans mot de passe pour des collaborateurs ou pour des personnes physiques. Pour le coup, pourquoi tout le monde se lance dans cette grande aventure? Pourquoi est-ce que tout le monde s'est donné pour but d'éradiquer les mots de passe de nos univers numériques? On le disait, les mots de passe, ça fait consensus, tout le monde les déteste. Les utilisateurs les détestent parce qu'il faut les retenir, il faut les saisir sur des écrans qui ne sont pas adaptés, il faut les renouveler, tout ce qu'on a dit précédemment. L'IT les déteste parce qu'il faut gérer les règles de renouvellement, le stockage, etc. Et les gens de la sécurité, ils les détestent parce que le mot de passe, ça peut être facilement transmis et réutilisé ailleurs. Donc toutes les attaques qu'on observe aujourd'hui qui s'appuient sur le vol de mots de passe sont assez dévastatrices. Dans une étude de Verizon qui date de l'année dernière, il est estimé que 81% des fuites d'informations en entreprise sont directement associées à soit des mots de passe faibles, soit des mots de passe qui ont été compromis. Donc le mot de passe, il faut l'éradiquer pour ces raisons-là, parce que c'est un moyen d'authentification qui aujourd'hui n'est pas suffisant, n'est pas suffisamment fiable. Et quand vous regardez ce que fait la concurrence, est-ce qu'il y a un système, une idée où vous vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr, on aimerait pouvoir l'appliquer aussi, le développer chez nous? Nous, on a Windows Hello qui marche très bien, donc on encourage nos clients à regarder Windows Hello et à le déployer. Pour tout ce qui va aller un petit peu plus loin, notamment les postes de travail sur lesquels il va y avoir plusieurs utilisateurs. Windows Hello, on peut enrôler jusqu'à 10 utilisateurs sur un même poste, mais si on imagine un atelier ou un hôpital où les gens vont pas mal se déplacer d'un poste à un autre,
Il faut d'autres solutions. Et pour ça, on a, au travers du consortium FIDO, travaillé. Donc on a contribué au standard FIDO 2.0. Oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que FIDO. Fast Identity Online. Donc auquel contribuent des gens comme Google, comme PayPal, comme de grands acteurs de l'IT, et qui arrivent à la définition d'un standard sur comment on peut s'authentifier de manière sécurisée. Et ça permet de proposer ce type de clés, d'accord, qui vont assurer... Ça, c'est une clé USB. Hein. Ça, c'est une clé USB. Avec un petit lecteur dessus. C'est une clé FIDO 2.0, donc qui est conforme à ce standard-là. Pour m'authentifier, je vais juste la brancher dans le PC. Et je serai authentifié de manière automatique. Alors, il faut faire un petit geste pour valider qu'il y a bien un utilisateur qui est présent derrière. Ça, c'est disponible déjà sur le marché, donc il y a pas mal de fabricants de clés. Google en propose aussi. Nous, ce qu'on va proposer à partir du mois de janvier, c'est de pouvoir utiliser ces clés-là dans l'environnement de gestion d'identité cloud Microsoft. Donc ça va arriver en preview au mois de janvier. Donc vous pourrez vous authentifier avec une clé comme ça. Donc ça ouvre des scénarios multi-utilisateurs sur un poste ou pour des gens qui se baladent d'un poste à un autre. Ouvrir le possible, ouvrir les scénarios et surtout ouvrir le futur sans mot de passe. Merci infiniment Yann pour toutes ces solutions.